Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur RTI 1, les titres de ce 20h. Le dialogue politique pour la réforme de la Commission électorale indépendante CEI est en cours. Le Premier ministre ivoirien a échangé avec les acteurs de la société civile et aussi avec une forte délégation de l'Union européenne, premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. L'indemnisation des victimes de la crise post-électorale est au cœur du dossier politique de ce soir. Le gouvernement ivoirien est engagé dans ce processus et la Cour pénale internationale CPI se tient à ses côtés pour travailler sur cette indemnisation et aussi sur la réparation des torts subis par les ayants droit des victimes. 40 ouvrages publics réalisés en Côte d'Ivoire sur la période 2003-2017 pour un montant de 600 milliards de francs CFA vont être audités pendant les 2 prochains mois. L'autorité de régulation des marchés publics entend vérifier l'efficacité de la commande publique. Et puis en RDC, le nouveau président Félix Tshisekedi a prêté serment ce jeudi 24 janvier. Il est officiellement devenu le 5e président de la République démocratique du Congo, à la suite de Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Bienvenue, vous êtes sur RTI 1, merci de nous suivre. Dans le cadre du dialogue politique sur la réforme de la Commission électorale indépendante, le Premier ministre ivoirien a rencontré ce jeudi les acteurs de la société civile. Amadou Gon Coulibaly a également eu une rencontre avec une délégation de l'Union européenne sur cette réforme de la Commission électorale indépendante. Nous y reviendrons au cours de ce journal. À la suite du Conseil des ministres d'hier mercredi, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a donné des éclairages sur des dossiers en cours. Nous l'écoutons. La Constitution qui est abondamment citée et qui garantit l'indépendance de la magistrature doit être lue dans son entièreté quand on entend recourir à cette Constitution. Il est clairement indiqué que lorsque le juge estime son indépendance menacée, il doit saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Vous voyez, autant la Constitution garantit l'indépendance, autant des mécanismes sont prévus pour veiller à cette indépendance. On parle également de menaces provenant d'un membre du gouvernement. Je suis moi-même membre du gouvernement. Raison de plus pour saisir le membre du gouvernement que je suis, à l'effet d'interpeller au besoin mes collègues. Cela n'a pas été fait. En outre, on parle de mutation-sanction. Quand vous prenez la Constitution, et je l'ai toujours sur moi, l'article 146 dispose que le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis conforme sur la mutation et la promotion des magistrats du siège. L'avis conforme veut dire que si le Conseil supérieur n'est pas d'accord, la mutation ne se fait pas. Il ne peut donc y avoir de mutation-sanction. Je ne vais pas tomber dans la polémique. Je voudrais au contraire appeler les magistrats à plus de sérénité, qu'ils soient au travail, qu'ils œuvrent, puisque la justice est rendue au nom du peuple, qu'ils œuvrent pour le peuple et qu'il soit serein. Beaucoup d'efforts sont faits par le chef de l'État et par le gouvernement pour justement faire en sorte que les magistrats soient dans des conditions psychologiques, matérielles et morales satisfaisantes. Si un juge estime que son indépendance, son intégrité physique ou morale est menacée, il s'adresse au Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est là où sont débattues ces questions. Donc, le Conseil supérieur, je suis membre du Conseil supérieur de la magistrature, on n'a pas été saisi. Personne, à la date de ce jour, ne m'a fait cas d'une émission de l'exécutif dans le travail qu'ils font. Cette déclaration qui est intervenue ne précise rien. Ne précise rien. C'est la raison pour laquelle j'appelle l'ensemble des magistrats placés sous ma tutelle technique à plus de sérénité, à œuvrer dans leurs offices, à travailler, sans se laisser perturber par ce genre de déclaration. Pour le président de la République, il n'est point question d'autoriser l'émission de l'exécutif dans quelque corps que ce soit.
ni au niveau du législatif, ni au niveau du judiciaire. Tout ce qui est fait doit être fait dans un cadre légal. Il tient au respect de l'indépendance de la justice. L'immunité, que ce soit des magistrats, que ce soit des parlementaires, ne constitue pas un privilège. C'est une simple protection accordée aux parlementaires pour l'exercice de leur profession. Ce n'est pas un privilège. Nul ne doit être au-dessus de la loi. Donc je peux vous le confirmer. Il n'y a pas d'immunité absolue. Il y a des procédures qu'il faut respecter. Et la justice respecte les procédures. L'État de Côte d'Ivoire n'a nullement participé ni à la détermination des témoins, ni à la détermination des preuves, ni à quoi que ce soit. Nous sommes tenus de coopérer. C'est-à-dire que lorsque la CPI nous demande de faciliter le voyage de telle ou telle personne, nous le faisons. Lorsque la CPI estime qu'il y a quelqu'un qui est incarcéré, qui devrait être transporté à la CPI, nous aidons à le faire. Mais nous n'avons pas participé à quelque instruction que ce soit. Maître Paulina Massida, représentante des victimes dans le procès Laurent Gbagbo, et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale est à Abidjan. Elle a rencontré hier mercredi la présidente du Conseil national des droits de l'homme, une visite pour s'imprégner de la situation des droits des victimes de la crise post-électorale, occasion pour la présidente du Conseil national des droits de l'homme d'exposer les préoccupations des victimes, mais aussi de s'interroger sur la suite de la stratégie pour la défense des intérêts de ces victimes. Et le gouvernement ivoirien, de son côté, s'est engagé à indemniser toutes les victimes de la crise post-électorale. Un travail qui se fera de concert avec la CPI. Nous vous proposons dans le dossier de ce soir un focus sur la situation de cette indemnisation et la réparation des torts subis par les ayants droit des victimes. Gabriel Zani. Les ayants droit de personnes décédées et de blessés pendant la crise post-électorale constituent aujourd'hui les victimes à indemniser. Après la décision d'acquittement à l'effet de libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, décision suspendue par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, la question d'indemnisation des victimes reste posée. Dans la foulée des réactions qui ont suivi les décisions judiciaires de ce mois de janvier, dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le gouvernement a annoncé que toutes les victimes seront indemnisées. Le chef de l'État et le gouvernement ont une pensée pour les victimes et les assurent de leur soutien. Des mesures additionnelles seront prises au plan matériel et financier en faveur des victimes de la crise post-électorale en vue de les soulager et soutenir davantage. Un nouvel engagement du gouvernement qui traduit l'intérêt accordé aux ayants droit des personnes décédées et aux blessés de la crise de décembre 2010 à avril 2011. Aïchata Dosso a perdu son fils aîné. Nazan Koussia est devenue orpheline de père. Elles ont bénéficié chacune de la somme de 1 million de francs CFA pour relancer leurs activités. On m'a donné 1 million. Les gens des banques nous aident aussi, beaucoup de commerçantes. Je suis parti faire mon dossier là-bas. Jusqu'aujourd'hui, c'est avec ça que je me débrouille. Un jour, j'ai entendu qu'on identifier les victimes là. Donc, je suis parti là-bas. Effectivement, j'ai été dédommagée aussi. On m'a donné 1 million. Ça, je prends pour payer mes matériels, pour faire les travaux là, un peu, pour pouvoir s'occuper de mes enfants. Ces femmes appartiennent à l'association à bout des victimes de guerre, présidée par Eugène Yoro. J'ai déposé 3 listes de 242 victimes. Notre dossier est pris en compte par le PNCS. Alors je compte sur leur diligence pour que les victimes restantes soient indemnisées. Plusieurs parents de victimes et de blessés ont pu bénéficier d'une assistance, mais l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé relance le débat sur le sort des victimes de la crise post-électorale. Maître Paulina Massida, conseil principal du bureau du Conseil public pour les victimes, est dépêchée à Abidjan. Sa concertation avec Maria Toukone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, porte sur le processus d'indemnisation des victimes. L'avocate revient sur le cas des victimes
dans un entretien accordé à la télévision nationale. Je dois dire que j'ai remarqué quand même pas mal d'efforts de la part du gouvernement. Et j'étais particulièrement intéressée à rencontrer la ministre suite au dernier communiqué de presse du gouvernement après la décision d'acquittement. Je pense qu'il faut soutenir fortement cette démarche du gouvernement que j'espère aboutira à bon fin. L'indemnisation des victimes prises en compte par la CPI est suspendue à la décision de la Chambre d'appel, selon Maître Paulina Massida. Il y a, comme vous le savez, le Fonds au profit des victimes, qui est un fonds indépendant au sein de la Cour pénale internationale, qui est notamment chargé de programmes d'assistance pour les victimes. Ce sont des programmes qui ciblent essentiellement une assistance matérielle, psychologique ou médicale. Et effectivement, le fonds, depuis l'année passée, a annoncé le lancement de certains projets d'assistance ici en Côte d'Ivoire. Les victimes ne doivent pas se sentir exclues du processus en cours à la CPI. La juridiction travaille avec les autorités ivoiriennes depuis quelques années. En 2017, la Côte d'Ivoire a été éligible. Donc, depuis 2017, nous sommes en phase d'élaboration d'un document commun d'assistance aux victimes de la crise post-électorale, qui va se traduire par différentes activités. Renforcement des capacités des agents du ministère, mais renforcement des capacités des bénéficiaires. Le fonds CPI va passer par des associations, des ONG qui doivent répondre à des critères d'éligibilité qui vont mettre les projets en œuvre, qui seront donc des projets d'assistance aux victimes, comme nous avons déjà commencé. Selon les témoignages recueillis, des victimes attendent toujours réparation. Le gouvernement prend toutes les mesures de sa responsabilité engagée dans l'apaisement du climat social. L'indemnisation des victimes de la crise post-électorale est un facteur essentiel. Nous lançons un appel au pardon à toutes les victimes frustrées, à toutes les victimes qui pensent avoir perdu des êtres chers pour rien, à toutes les victimes qui pensent avoir perdu des biens pour rien. Donc, appel au pardon pour certains, appel à l'humilité pour les autres, pour que nous puissions ensemble, main dans la main, transcender nos douleurs, transcender nos humiliations, transcender nos frustrations, pour conduire notre pays vers le développement que nous souhaitons. 3 455 victimes indemnisées à ce jour par le gouvernement. Plus de 3 milliards de francs CFA ont été investis dans le programme de réparation des torts qui s'étend de l'indemnisation des ayants droit des personnes décédées à la prise en charge médicale des blessés. Ajoutez à cela la prise en charge scolaire des enfants des victimes. Lancé par Alassane Ouattara, le chef de l'État, le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale a débuté en 2015. Et voilà le dossier politique de ce 20h. Le gouvernement ivoirien est donc engagé à indemniser toutes les victimes de la crise post-électorale. Une indemnisation qui est d'ailleurs en cours dans le département de Sassandra. 200 victimes bénéficient de l'assistance du gouvernement. Les orphelins reçoivent aussi un appui pour leurs frais de scolarité. Mamadou Kouassi. Un chèque d'un montant d'1 million de francs CFA remis à chacun des 31 ayants droit des victimes. La crise post-électorale de 2011, la sous-préfecture de Sago, dans le département de Sassandra. Des chiffres qui portent à 200 le nombre de victimes et ayant droit indemnisés par le gouvernement. Les orphelins de ces personnes décédées bénéficient également de prise en charge. 7 d'entre eux reçoivent des bons de prise en charge scolaire, dont le montant varie entre 60 et 150 000 francs CFA. Ces actions sont du ministère de la Solidarité, la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le professeur Kwame Nguessan, représentant la ministre Maria Toukone, saisissant cette tribune, a encouragé les Ivoiriens à la culture de la paix, qui selon lui devra se traduire dans les actes. J'exhorte les victimes et les ayants droit des victimes à pardonner pour que nous tournions définitivement cette page triste de notre histoire récente. Engageons-nous à épouser une culture de la paix qui privilégie le dialogue, la concertation, le consensus, le compromis, les concessions réciproques pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au gouvernement, qui vient les soulager après le décès de leurs parents. Leur porte-parole a signifié que ce soutien permettra de réaliser des activités génératrices de revenus, afin de favoriser une vie décente dans les familles. Satisfaits de toutes ces actions sociales à l'endroit des victimes, les associations de victimes expriment leur reconnaissance à l'État, tout en souhaitant que toutes les victimes soient prises en compte. Elles l'ont fait au cours d'une déclaration. Au Rwanda, là, on sait comment s'est passé l'indemnisation. C'était un simple pardon, puis c'est fini. Même en Afrique du Sud,
c'est plus de 50 personnes, c'est une bonne mémoire. Quand j'ai regardé Delmont surtout, il n'y a pas eu de grandes indemnisations. Il n'y a pas, c'est la première fois au monde. Mais quelqu'un a dit que la Côte d'Ivoire fait de l'effort, les autorités font de l'effort. Mais quand même, il faut qu'on les accompagne. Donc notre rôle, c'est de continuer de plaidoyer, d'encourager le gouvernement, le président Alassane Ouattara et le gouvernement à améliorer les conditions de vie des victimes des crises ivoiriennes. C'est de ça qu'il est question. En plus des indemnisations, le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, a lancé la phase d'assistance des victimes en vue de mener des activités génératrices de revenus pour se prendre en charge. Dans le chapitre économie, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics lance le premier audit technique des ouvrages réalisés pour la période 2003-2017. Il s'agit de vérifier l'efficacité de la commande publique sur notamment 40 ouvrages réalisés pour 600 milliards de francs CFA. Alvorassa. Ce sont 40 ouvrages publics, dont 30 au niveau des routes et 10 au niveau des bâtiments, d'un montant global de 600 milliards de francs CFA qui seront audités par un cabinet de la place. Ces audits vont durer 60 jours, 2 mois donc, pour comprendre l'efficacité des investissements de l'État dans ces secteurs. Surtout également que dans ces secteurs, certains ouvrages se dégradent rapidement. Koulibaly Yakouba, président du Conseil de régulation de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP, a signifié aux responsables des ministères présents les enjeux de cette mission avant de rappeler que les audits indépendants visent essentiellement à l'amélioration du système de passation des marchés publics. L'autre aspect de la spécification de cette mission, c'est qu'elle porte sur les ouvrages. Ouvrages routiers, dont vous avez des routes, des ponts et vous avez des bâtiments administratifs. Il s'agit d'investissements à long terme que l'État doit capitaliser et doit rentabiliser. C'est pour ça que nous devons aller voir est-ce que l'échantillon qui a été choisi des 40 ouvrages permet de dire que ces ouvrages ont été faits correctement. Adou Félix, secrétaire général adjoint chargé des études et audits indépendants à la NRNP, a dans son exposé invité l'ensemble des acteurs du système des marchés publics à une franche collaboration au cours de l'exécution de ces missions. Il a par ailleurs expliqué la méthodologie qui sera utilisée pour mener à bien ces audits. Nous aurons une phase qui sera technique administrative pour pouvoir permettre de relever administrativement les différents marchés. Nous aurons la phase dite de terrain avec les prélèvements, l'échantillonnage, et nous aurons une phase aussi de conformité justement entre ce qui a été relevé et ce qui a été dit dans les cahiers des charges. Rappelons que cette opération permettra de répondre à l'une des exigences des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, notamment l'Union européenne pour le financement des futurs projets. Il va surtout garantir la crédibilité du système, gage de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. Cet audit de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics vise aussi à lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Et c'est là une des missions principales de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Elle vient de signer des conventions avec l'Inspection générale des finances et avec la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour de meilleurs rendements. Dans le domaine de la construction également, la corruption existe et cause bien souvent des dommages, comme des constructions qui se font de façon anarchique, au mépris de toutes les normes en vigueur. Le ministre de la Ville, Albert François Amicha, en a fait le constat. Des constructions anarchiques sur des sites de Bangerville et de Grand Bassam, surtout pour les habitations construites sur l'emprise de l'autoroute de Grand Bassam. Mamadou Kwasi. La cité Kessé dans la commune de Bangerville n'échappe pas aux inondations provoquées par les fortes pluies qui tombent sur le district d'Abidjan. Les habitats situés dans le secteur nord de cette cité sont également menacés par un gros ravin. Un peu plus loin, ce sont des maisons qui sortent de terre dans un bassin d'orage et d'autres encore dans des lits de rivière. C'est le constat fait par le ministre de la Ville, François Albert Amicha. Il a profité de cette visite de terrain pour sensibiliser les promoteurs immobiliers et aussi les particuliers au respect des normes d'urbanisme. On ne peut pas créer une ville et puis que les enfants aient à parcourir des kilomètres pour aller à l'école. On ne peut pas faire une opération immobilière sans prévoir tout cela. Et vous en êtes les victimes, vous vivez dedans, vous avez épargné pour avoir un toit, mais c'est un toit où vous devez disposer de toutes les commodités.
S'il vous manque un aspect, cela vous rend mécontent, insatisfait. Or, ce n'est pas le but. Le ministère de la Ville est chargé donc de pouvoir veiller à tout cela. Le ministre de la Ville soutient qu'en collaboration avec les autres ministères techniques, il sera mis en place une procédure afin de faire régner la discipline dans ces nouveaux quartiers qui naissent dans le district d'Abidjan. Après Benjerville, cap sur la ville de Grand Bassam. Ici, il est constaté de la construction de bâtisses et d'une zone industrielle à moins de 50 mètres de l'autoroute de Grand Bassam, pendant que la réglementation en vigueur recommande une distance de 100 mètres minimum. Albert François Amicha a signifié que la loi sera appliquée dans cette partie de la ville de Grand Bassam afin d'éviter les installations anarchiques. Le ministre de la Ville a rassuré également les autorités de la ville de Grand Bassam des dispositions prises par le gouvernement afin d'accompagner la politique de développement de cette ville, patrimoine mondial de l'UNESCO. La mairie de Koumassi décide elle aussi de mettre fin aux occupations anarchiques. Des dizaines de commerces, maquis, salons de coiffure ou ateliers de couture se disputent les abords des établissements scolaires et des structures sanitaires. La mairie a lancé une opération de déguerpissement aux abords de ces structures. Le ministère des Ressources animales et halieutiques dresse le bilan de ses activités au titre de l'année 2018. Il en ressort notamment la hausse de la production de volailles, estimée à environ 50 000 tonnes pour un chiffre d'affaires de plus de 250 milliards de francs CFA. Jean-Luc Mangbo. Faire de la Côte d'Ivoire un pays autosuffisant en protéines animales et halieutiques. Pour y parvenir, d'importantes actions ont été menées dans le cadre d'un plan stratégique de relance de l'élevage et de la pêche en Côte d'Ivoire. Des actions qui produisent des résultats probants. Les 32 couvoirs et les 6 fermes de reproducteurs ont fourni environ 45 millions de poussins d'un jour pour une production de 49 828 tonnes de viande de volaille avec un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs pour 200 000 emplois créés, dont 70 000 emplois directs et 130 000 emplois indirects. Une dynamique qui entend se renforcer avec le projet d'insertion de 3 300 jeunes dans le secteur avicole, l'installation de 325 femmes dans le cadre du projet Une femme, un coq, 10 poules, ou la création de 7 sociétés d'abattage à l'intérieur du pays. Au plan de la pêche et de l'industrie de la pêche, la Côte d'Ivoire peut être fière de disposer d'un centre de surveillance radar et d'un système d'identification automatique satellitaire fonctionnel pour la surveillance de la zone économique exclusive. La volonté de développer l'aquaculture est davantage affirmée par la mise en place des projets prépicaux et brésiliens, la réhabilitation des stations d'alvinage d'Aboisseau, de Montpoème et d'Abangourou ont relancé la production d'alvins, la formation et l'installation des unités de production privées. D'autres actions, comme le contrôle et l'inspection sanitaire des denrées d'origine animale et halieutique, sont à mettre à l'actif du ministère des Ressources animales et halieutiques au cours de l'année 2018. Kobena Kwasi Adjoumani s'est également réjoui de la mise en place d'importantes infrastructures comme le débat cadet de Sassandra, prévu pour être livré en janvier 2020. À présent, un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Répondant à la requête du comité d'organisation du congrès du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, le préfet de police d'Abidjan a pris les dispositions suivantes pour le plan de circulation des communes d'Adjamé, Plateau et Trècheville. Pour la journée du vendredi 25 janvier 2019, circulation sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, fermeture du tronçon Gare de Bassam jusqu'à Kakomiaf, 1. Sens Solibra, Pont ou Fouette-Boigny, déviation à la gare de Bassam, soit l'avenue 38 Nana-Yamso, soit le boulevard de Marseille. 2. Sens Pont ou Fouette-Boigny, Palais des Sports, déviation à partir du boulevard Valéry Giscard d'Estaing, avenue 21 Kakomiaf vers le boulevard de Marseille. Pour la journée du samedi 26 janvier 2019, fermeture du boulevard Lagunaire, passant devant le stade Houphouët-Boigny et le pont de Gaulle. 1. Sens Adjamé-Trècheville. Déviation au niveau de l'Indenier pour emprunter le boulevard Engoulevent en passant devant la préfecture de police, la cathédrale jusqu'au niveau de la PJ pour sortir à Cash Center. 2.
Cocody, sens Cocody-Trècheville, déviation Carrefour ex-Café de Rome, en passant par le ministère de l'Intérieur, la cathédrale et la PJ. 3. Sens Trècheville-Plateau, déviation par la Dorex et Carrefour Mosquée du Plateau. La population est invitée à se conformer scrupuleusement à ces indications et c'est signé le préfet de police d'Abidjan. Tout est fin prêt pour ce congrès du RHDP, c'est l'assurance donnée par Adama Bictogo, président du comité d'organisation. Il a fait le point des préparatifs ce jeudi au Parc des Sports, une cérémonie au cours de laquelle le site web d'adhésion au parti a été lancé. Kolo Koulibaly. www.rhdp.ci, c'est l'adresse numérique pour adhérer au parti Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Un site internet ouvert à toute la population. Ce dernier acte donne le ton du congrès. Toutes les régions sont prêtes. Tout ce qui concerne, tout ce qui relève des exigences du parti, du comité d'organisation a été respecté. Donc la matrice des diligences qui relève du comité d'organisation a été respectée. Ce que nous attendons, comme nous attendons près de 200 000 personnes pour le samedi, c'est donc aux militants, aux Ivoiriens qui se reconnaissent dans les idéaux du RHDP de venir pour exprimer et traduire la force que représente le RHDP. La force, le premier parti, le parti fort de sa diversité, le parti fort de sa représentativité régionale. En marge de cette dernière réunion de préparation, il s'est tenu la dédicace d'un ouvrage intitulé « Le RHDP, continuité d'une vision républicaine et démocratique de la Côte d'Ivoire ». J'ai montré que l'oufouettisme a été en Côte d'Ivoire la réponse ivoirienne à ce problème universel d'unité de la multiplicité. Et j'ai aussi montré en quel sens le RHDP d'Alassane Ouattara se situe dans la continuité de ce programme de construction nationale. Selon Adama Bictogo, président du comité d'organisation, ce congrès se veut aussi festif pour célébrer les élus du RHDP. Un concert au stade Félix Houphouët-Boigny le samedi matin. Au total, 200 000 congressistes attendus ce samedi, dont 41 000 au stade et les autres sur les différents sites dédiés dans la commune du Plateau. À l'intérieur du pays également, cette rencontre se prépare. Des images donc de la mobilisation dans différentes régions de la Côte d'Ivoire. Les populations des 3 départements de la région du Hambol ont répondu massivement à l'appel de la délégation du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. La délégation était conduite par la ministre Bakayoko Li Ramata. Je voudrais vous demander d'être les ambassadeurs, d'aller dans tous les hameaux, dans toutes les communes, dans toutes les maisons pour porter le message de paix, de stabilité du RHDP. Je vous demande de faire des bénédictions pour le gouvernement qui met en œuvre la vision du président de la République. Cette vision-là n'est rien d'autre que le rassemblement des enfants d'Houphouët-Boigny pour la construction de cette nouvelle Côte d'Ivoire. Les travaux en commission, dont l'objectif a été de plancher sur les statuts et règlements intérieurs, la vie et le fonctionnement du parti, la politique générale et le processus électoral ont meublé les préparatifs du rendez-vous du 26 janvier prochain. Dans le Moronou, Théophile Awandoli prépare activement le congrès du RHDP. Au terme de rencontres avec les principaux groupes sociaux-politiques de la région, notamment les jeunes, les femmes, les secrétaires de section PDCI, RDA et les responsables du RDR, l'inspecteur général d'État a fait don de quelques 300 complets de pagne pour faciliter leur participation au congrès. Il y a 300 complets, 300 complets aux congressistes venant du Moronou. Théophile Awandoli a aussi saisi l'occasion pour présenter le mouvement PDCI Renaissance dont il est l'un des initiateurs. Il a surtout invité les uns et les autres à s'approprier la philosophie de paix du mouvement en vue de garantir la stabilité dans le pays. 150 000 participants, c'est le nombre de personnes attendues au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour le congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix.
La commission de la mobilisation, chargée d'un mouvement et associations, veut relever le défi. Nous devons être une force. C'est pour cela que le 26 janvier, au stade Félix Houphouët-Boigny, les mouvements de soutien doivent être là-bas à partir de 8 h pour accueillir nos invités. Ce congrès qui va réunir 150 000 personnes au stade Houphouët-Boigny et 10 000 personnes le 25 au Palais des Sports, eh bien, toutes les dispositions sont prises pour que la sécurité soit garantie. Philippe Légré a appelé les mouvements et associations de soutien à se mobiliser le 26 janvier afin d'être des témoins de la naissance du parti RHDP. Dans Paulin Claude, à la tête d'une forte délégation des cadres du RHDP dans la région d'Unzi, lors du meeting de clôture du pré-congrès à Dimbokro, le chef de mission du RHDP a appelé les populations à adhérer au parti unifié, aussi à se mobiliser le 26 janvier prochain pour le congrès constitutif. Je suis fier d'être venu et voir que toute la région d'Unzi a basculé résolument avec le président Alassane Ouattara pour créer le RHDP. Mais quel est le plus grand hommage qu'on peut rendre à votre père en baptisant votre maison de son nom? Vous allez l'immortaliser pour toujours. Et c'est ce que Alassane Ouattara veut faire. Les militants du RHDP de la région d'Unzi ont réaffirmé leur attachement à la grande famille des oufouettistes. On s'intéresse maintenant au concept de l'ivoirien nouveau. Que renferme cette notion? Qui est cet ivoirien nouveau? C'est à ces questions que le préfet Aminata Diaby a répondu face aux populations de la commune d'Adjamé. L'ivoirien nouveau, c'est celui qui s'approprie des valeurs citoyennes de la République, à savoir la discipline et le travail pour contribuer au développement de son pays. C'est le message porté aux habitants de la commune d'Adjamé par le préfet Aminata Diaby. Elle invite les populations à promouvoir l'esprit de tolérance, de cohésion et la fraternité. L'ivoirien nouveau, c'est celui-là même qui respecte les institutions de la République et ses valeurs. C'est celui-là même qui milite à exercer un métier au lieu d'étendre la main. Oui, l'ivoirien nouveau, c'est celui-là même également qui a une conscience professionnelle avérée, qui préfère privilégier l'intérêt général au profit de l'intérêt personnel. Une action de sensibilisation sur la promotion de l'ivoirien nouveau, soutenue par Mamadou Diaby, conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire. L'adoption d'un changement de mentalité au niveau des populations, l'appropriation de bons réflexes passe par des actions de sensibilisation, d'information et de partage. Les populations doivent de plus en plus être informées des actions menées par son Excellence Monsieur le Président de la République. À cette occasion, des kits alimentaires ont été offerts aux populations, ainsi que des cadeaux aux tout-petits. Une activité marquée également par des prestations d'artistes pour égayer les populations. Et nous revenons maintenant sur ces rencontres que le Premier ministre ivoirien a eues ce jeudi avec la société civile et ensuite avec une délégation de l'Union européenne dans le cadre du dialogue politique sur la réforme de la Commission électorale indépendante CEI. Herman Guivet. Une société civile ivoirienne présente à cette séance de travail engagée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le cadre du dialogue politique portant sur la réforme de la Commission électorale indépendante. En demandant au gouvernement d'ouvrir les présentes discussions avec aussi bien les partis politiques que la société civile, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, confirme bien son engagement et sa détermination à faire du dialogue politique un axe essentiel de son action, dont l'objectif ultime est donc d'approfondir la démocratie dans notre pays en vue de consolider la paix et la cohésion sociale. C'est donc cet état d'esprit qui doit présider à nos travaux et à nos échanges, qui doivent être placés sous le sceau de la responsabilité et de l'ouverture, afin de parvenir à un équilibre acceptable pour tous et qui renforce la démocratie dans notre pays. Une société civile ivoirienne plutôt satisfaite au terme de cette séance de travail. On a réaffirmé notre volonté à participer de façon objective
à la réforme de la CEI. Nous allons nous retrouver bien entendu avec les autres structures pour qu'ensemble nous puissions avoir une proposition commune et cette proposition pour l'avancement de la démocratie et la cohésion sociale dans notre pays. Le Premier ministre Amadou Coulibaly a également échangé avec une importante délégation de l'Union européenne, toujours dans le cadre du dialogue politique, rappelant les acquis importants obtenus grâce aux liens de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il s'est également réjoui des perspectives de cette collaboration. J'ai la ferme conviction qu'une nouvelle ère s'ouvre dans nos relations avec votre illustre institution et que le dialogue que nous relançons ce jour contribuera à fortifier pour encore plus longtemps les liens de mariage qui nous unissent. La question de la réforme de la commission électorale indépendante a été également abordée. On a vu avec grande satisfaction que le gouvernement a lancé le processus de consultation le 21 janvier. Nous, on n'exige aucun format pour la CEI. Et je l'ai dit aujourd'hui aussi, mais on voudrait bien que finalement on arrive à un système qui est acceptable et qui inspire la confiance. Et c'est ce que le Premier ministre disait aussi. Et c'est ça le but. Et je crois qu'on partage ces buts qui étaient exprimés par le Premier ministre entièrement. Comment donc rendre plus dynamique cette coopération Union européenne-Côte d'Ivoire? Comment unir leurs forces pour garantir la stabilité de la Côte d'Ivoire en 2020? Les sujets principaux abordés au cours de leurs échanges. Dans l'actualité internationale, Félix Tshisekedi est officiellement devenu le 5e président de la République démocratique du Congo ce jeudi 24 janvier. Il a prêté serment et succède ainsi à Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001. Il s'agit de la première alternance politique pacifique du pays. Félix Tshisekedi, opposant de l'UDPS, parti historique, a été déclaré vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Et dans son discours d'investiture, il a salué ce jour historique. Rappelons pour terminer qu'ici, en Côte d'Ivoire, s'ouvre demain vendredi le congrès ordinaire du RHDP unifié. Ce sera au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Demain 20h, retrouvez Marie Langoran. Bonsoir à tous.